All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs de lundi pour John Crew. Est-ce que les gros composants des gros vaisseaux seront meilleurs que les petits composants des petits vaisseaux? En quoi le radar d'un Aurora sera différent de celui d'un Constellation? Alors ça dépend, en règle générale, les gros composants auront plus d'emplacement d'équipement, donc ils pourront faire plus de choses et plus efficacement, mais c'est pas sans contrepartie. Dans le cas d'un radar par exemple, celui d'un vaisseau capital sera plus gros qu'un vaisseau monoplace, évidemment, et aura un champ de détection beaucoup plus grand. Par contre, un composant beaucoup plus gros, ça veut dire plus d'émissions d'ondes électromagnétiques et infrarouges et donc beaucoup plus facilement détectables. Seconde question toujours pour lui, vont-ils annoncer d'autres modules pour des vaisseaux en préparation comme l'Endeavour? Non, car ils veulent commencer par finir les modules déjà annoncés. Troisième question, la plus votée du mois pour Dan Truffin, dont les réponses sont toujours très développées, c'est plutôt cool que ça soit lui. Beaucoup de métiers nécessiteront ou bénéficieront grandement des rayons tracteurs. Où en est cette mécanique de jeu et comment ça fonctionnera? Alors, dans un premier temps, les rayons tracteurs serviront uniquement à la récupération des roches expulsées pendant le minage. Ils verront plus tard pour déplacer des marchandises avec, dans le cadre de la piraterie ou du métier de transporteur. Concernant le fonctionnement du rayon tracteur, pas vraiment de détails, mais on sait déjà que ça sera comme tous les autres composants. Si vous envoyez plus de puissance, il sera plus performant, mais avec une augmentation du risque de l'endommager. Pour eux, c'est très difficile à conceptualiser, parce que faire bouger des trucs à distance par magie, technologie ou super pouvoir dans des œuvres de fiction, c'est classe. Mais dans un jeu vidéo en ligne, ils savent très bien qu'il y aura des cas d'utilisation inattendus et que ça donnera n'importe quoi, que ce soit en utilisant deux rayons tracteurs sur la même cible ou en l'utilisant sur un joueur en 0G dans l'espace pour l'immobiliser et le balader comme on veut. Donc ils sont en train de chercher pour trouver un équilibre pour qu'on puisse s'amuser, mais pas au détriment des autres. Aussi, si c'est amusant et que ça brise pas d'autres éléments de gameplay, ils essaieront de voir s'ils peuvent mettre des rayons tracteurs sur des vaisseaux qui n'ont pas été pensés pour, en tant qu'équipement à la place d'une arme. Ça permettrait du coup de rendre les petits vaisseaux plus utilitaires et d'assister des plus gros vaisseaux. Question suivante ensuite sur les stations spatiales, est-il envisagé qu'on puisse un jour construire nos propres stations avec une sorte de pionnier mais pour l'espace? Alors ça fait partie des choses qui pourraient être envisagées, parce qu'ils tiennent au fait qu'on puisse s'installer dans un coin de l'espace, mais si ça devait se concrétiser, ça serait pas avant très longtemps. Remarquez, on disait ça aussi pour les planètes procédurales en 2014. Dernière question pour Disco Lando, est-ce qu'ils peuvent mettre sur leur site les progrès réalisés sur les vaisseaux comme on le voit dans l'émission Around the Verse? Ils pourraient, mais ça les ferait bosser 2 fois sur le même sujet, donc ils préfèrent pas. Le lore post de mardi était la suite de l'histoire racontant la participation d'Hypatia Daring à la Murray Cup. Dans la première partie, on découvrait cette pilote humaine, sa première course, son amitié avec un concurrent Tevarin, sa rivalité avec un concurrent humain, et sa rivalité avec un concurrent Xi'an arrogant, raciste et peut-être même tricheur. La seconde partie de cette histoire est désormais disponible, donc je vais la résumer et reparler un peu de la première. Donc si vous voulez éviter les spoilers, le temps de lire tout ça par vous-même sur le site de CIG ou sur le site de la Strat Team, rendez-vous au temps indiqué en bas de l'écran. Donc à la fin de la première course, ça s'est mal passé pour Hypatia qui était au coude à coude avec son rival humain du nom de Remisk. Il a exécuté une manœuvre légale mais dangereuse qui a failli la tuer. Hypatia n'a fini que 3ème et a été lui coller un pain dans la tronche dès son retour au stand, si bien que la sécurité a dû les séparer avant que ça dégénère. Peu après, alors qu'elle déjeunait avec son concurrent Tevarin, qui lui parlait de sa retraite et qui l'a fait jurer de ne jamais rien lui céder sur le circuit malgré leur amitié, ils se sont fait attaquer par 3 hommes. Hypatia et le Tevarin s'en sont sortis mais n'ont rien pour prouver l'identité de leur agresseur. Ensuite, on découvre une conversation entre Remisk, le pilote humain qu'Hypatia a frappé, et le pilote Xi'an, Motak, qu'on soupçonnait de tricherie dès le premier chapitre. Et effectivement, Remisk fait comprendre à Motak que le sabotage et les manœuvres illégales, ça lui va, mais que tenter de tuer les concurrents en dehors du circuit, c'est pas Jojo, et qu'il veut plus tremper dans ce genre d'histoire. Motak menace alors Remisk de le dénoncer à la direction du championnat pour usage de produits dopants indétectables, ce que Remisk n'a jamais fait, si jamais il décidait de ne plus participer à ces magouilles. Et là où ça devient pas très bien écrit, c'est que tout de suite après, le Xi'an, Motak, propose à Remisk de se doper sous prétexte que sans ça, il survivra pas à la course autour de la géante gazeuse du système Hélice. Et Remisk, qui a toujours pas compris à quel genre de vicelard il avait affaire, tend son bras au Xi'an pour qu'il lui injecte un truc qui est soi-disant un produit dopant. Je pense qu'il est un peu trop confiant. Pour finir, pendant la seconde course, Hypatia met une tôle à ses concurrents jusqu'à ce que, surprise, peu avant la fin de la course, ses refroidisseurs lâchent et qu'elle soit obligée de s'éjecter quelques secondes avant l'explosion du générateur de son vaisseau. Mercredi, on retrouvait Mark Abent pour un épisode de Bugsmatcher. Grâce ou à cause des optimisations réalisées côté client, le serveur se retrouve à fonctionner plus lentement et à la bourre par rapport au client. Et quand le joueur démarrait un vaisseau, et du coup qu'il se déclarait comme contrôleur du vaisseau, ça créait une désynchronisation. Et lorsque le joueur essayait de faire décoller le vaisseau, le serveur corrigeait son mouvement en le tirant vers le sol, ce qui faisait que le vaisseau décollait pas. Par contre, comment il a corrigé le bug, j'ai moyennement compris, une histoire de comparaison entre les différents tics des paquets reçus depuis un joueur pour resynchroniser le client et le serveur.
Jeudi, l'émission Around the Verse traitait des derniers progrès sur Squadron 42. La première partie de l'émission était assez généraliste et plutôt visuelle, et la seconde partie expliquait les progrès réalisés sur l'IA des PNJ durant les dogfights. Le début de l'épisode a commencé avec une présentation qui a causé un petit frisson de nostalgie pour les fans d'Half-Life. Les testeurs qui ont arpenté le magal ont vite été frustrés de devoir parcourir autant de chemin pour circuler dans un vaisseau aussi grand, donc les développeurs y ont mis un monorail. C'est pas idiot de l'avoir fait car on sait que ce système de monorail sera omniprésent dans Star Citizen. Sur Delamar, sur Hearthstone dans la 3.3, sur la station Shubin dans Squadron 42 et même sur Terra Prime grâce aux fuites d'il y a quelques années. Concernant les Vandals, les vaisseaux capitaux avancent bien et ils se sont récemment concentrés sur leurs tourelles. Ils ont choisi de leur donner un aspect organique évoquant l'éclosion d'une fleur et reconnaissable d'assez loin car plusieurs missions de Squadron 42 consisteront à les détruire. Mais la claque visuelle de cet épisode, c'est la présentation de l'intérieur d'un vaisseau capital Xi'an. En plus d'être sympa à voir, ça prouve une nouvelle fois que si les designs des vaisseaux humains du 30e siècle ne semblent pas particulièrement originaux, c'est pas parce que les artistes de CIG sont peu créatifs, mais parce qu'ils conservent leurs idées les plus exotiques pour les vaisseaux des races aliens. Pour en revenir à des environnements plus communs, les artistes sont en train de peupler les hangars avec un peu plus de matériel, et la cantine avec un peu plus de variété gastronomique, générée de façon procédurale tant qu'à faire. Pas d'inquiétude, ils ont pas balancé des millions de dollars dans la création d'un logiciel pour modéliser seulement des œufs au plat. Substance Designer, c'est un logiciel existant utilisé par un paquet de studios pour la création de textures dans des jeux AAA, et il coûte 140 € sur Steam. Ils ont amélioré les effets visuels des lasers pour qu'on ait une meilleure sensation des tirs envoyés et reçus, et on a pu voir aussi quelques images des différentes attaques de corps à corps, avec et sans armes. La seconde partie de l'émission expliquait ce qu'ils sont en train de préparer pour l'intelligence artificielle des PNJ lors des dogfights. Rien de visuel, uniquement des explications. Comme prévu depuis quelques mois, l'IA des ennemis en dogfight ne sera plus localisée au niveau des vaisseaux, mais au niveau des PNJ pilotant les vaisseaux. Ce qui fait que les dogfights bénéficieront de toutes les fonctionnalités de l'IA à subsomption des PNJ aux commandes des vaisseaux. Petit rappel sur ce qu'est une intelligence artificielle à subsomption. Ce terme vient de la robotique où il existe apparemment différentes architectures possibles pour établir le mode de contrôle d'un robot. Dans un modèle dit vertical, le robot va avoir un processus de détection qui va passer ses données à un processus de modélisation des informations, qui va ensuite passer ces informations à un processus de planification, et qui va enfin passer ces informations à un processus d'action. Dans une architecture à subsomption, le modèle est dit horizontal. Les processus sont cette fois dédiés à la prise de décision sur des points concrets et ils sont hiérarchisés. Ça veut dire que chaque processus va prendre des décisions grâce aux décisions de ses processus enfants, et qu'il va servir à la prise de décision de son processus parent. C'est donc utilisé dans Star Citizen pour la création des missions, et ça le sera pour l'IA des PNJ. Donc le vol des vaisseaux de PNJ pourra être scripté, ou bien suivre des décisions selon cette IA. Le dogfight d'un PNJ se déroulera en 3 phases. Après vous avoir accroché, il y aura une phase d'approche où il essaiera de trouver la meilleure position pour vous attaquer. Il essaiera ensuite de vous tirer dessus au meilleur moment, puis il relâchera la pression pour vous permettre de riposter un peu quand même. Il pourra aussi se désengager du combat si ses armes surchauffent ou si ses boucliers descendent trop. Concernant les manœuvres qu'ils vont permettre possibles pour les PNJ, ils s'inspirent de ce qu'ils ont vu être fait par les joueurs. Je m'étais pas trop trompé il y a quelques mois quand j'avais imaginé qu'ils feraient ça. Bon par contre je pensais qu'ils utiliseraient des solutions de deep learning sur des replays d'Arena Commander pour collecter, analyser et enseigner automatiquement à une IA sophistiquée les manœuvres les plus meurtrières réalisées par les joueurs les plus hauts au classement. En réalité, ils reproduisent ces manœuvres à la main et pour visualiser de quoi ils parlent quand ils en discutent, ils utilisent des avions en carton. Après tout, tant que ça marche. En tout cas, la boucle sera bouclée, les joueurs ont d'ores et déjà développé des techniques de combat que les développeurs vont intégrer au comportement des PNJ que les joueurs devront apprendre à contourner. Concernant les paramètres influençant les décisions d'un PNJ en dogfight, tout d'abord, la relation avec le joueur sera importante. Les PNJ obéiront plus facilement aux ordres que vous leur donnez si vous entretenez de bonnes relations avec eux. Ensuite viendra les traits de personnalité. Tête brûlée, réservé, optimiste. Les PNJ en auront plusieurs et ils ne changeront pas à moins d'événements particulièrement marquants. Si un PNJ est le seul survivant d'une mission contre les Vandals, il les détestera et sera plus enclin à devenir téméraire à la mission suivante. Leur personnalité se ressentira aussi sur leur façon de voler. Un soldat comme le lieutenant Steve Colton, qui est un vétéran, fera sûrement des manœuvres plus efficaces que les novices qui seront plus susceptibles de faire des manœuvres spectaculaires et inutiles. Les Vandals seront très agressifs tandis que les pirates seront moins agressifs en utilisant moins de missiles pour éventuellement espérer piller votre épave. Ensuite, le talent d'un pilote sera déterminant dans sa prise de décision et surtout dans ses capacités. Ça sera tout simplement un chiffre qui évoluera avec le temps et l'expérience et qui déterminera de quoi est capable le pilote en termes de manœuvre, de visée, de gestion des boucliers, etc. Enfin, autre composant de la prise de décision, le moral du PNJ, et il pourra baisser ou monter en fonction des événements. Revenir d'une mission accomplie avec toute l'équipe en vie sera certainement meilleur pour le moral d'un PNJ que de revenir seul d'une mission qui a mal tourné. Ça pourra affecter la personnalité d'un PNJ et donc sa prise de décision, et peut-être le rendre plus téméraire ou enclin à fuir. Aussi, certains traits de caractère, comme l'obstination ou l'optimisme, feront que le PNJ sera moins affecté par l'état de son moral. Un bon capitaine de vaisseau devra veiller à ce que les PNJ de son équipage aient un bon moral pour qu'ils soient le plus opérationnels possible, et ça passera par la qualité de leur alimentation
alimentation, leur sommeil, leur hygiène et leur divertissement. Vendredi, l'émission Reverse the Verse accueillait Josh Herman, Jeremy Ali et Gage Allman pour répondre aux questions des backers sur les personnages. Concernant des armures avec un design inspiré des races aliens, c'est prévu, et même d'aliens qu'on n'a pas encore vus. La plus grosse contrainte sera évidemment leur forme et leur taille. Est-ce que l'apparence des vêtements influeront sur la résistance et la capacité de l'inventaire? Alors non, mais c'est tout à fait envisageable via les item ports. Sera-t-il possible d'avoir des vêtements par-dessus une combinaison spatiale? Pas pour le moment, et si ça se fait, ça sera peut-être réservé aux armures légères. Concernant le concept le plus intéressant sur lequel il travaille en ce moment, il parle d'une armure titan, une sorte d'exosquelette pas prêt car les animations rendent apparemment très mal. Concernant la technologie FOIP qu'on a vue à la Gamescom 2017, en soi elle est prête, mais comme on a pu le voir durant cette démo, c'est encore quelque chose qui fonctionne par ligne de commande, donc ils doivent développer toute l'interface graphique pour la rendre accessible aux joueurs et surtout la VOIP. Que deviennent les personnages féminins? En soi, le modèle 3D est fini, mais il reste encore à s'assurer que les vêtements, les armures et l'outil de personnalisation des persos est compatible avec ce nouveau modèle 3D. Est-ce que la saleté ambiante affectera notre armure? Oui, d'abord d'un point de vue purement esthétique, elle deviendra sale, et ensuite d'un point de vue fonctionnel, ça lui causera de l'usure avec le temps. Ensuite, quelle est la progression concernant les races aliens? Il continue de travailler sur les Vandouls et les Shi'an, et sur d'autres créatures qu'on verra sur certaines planètes. Est-ce qu'on pourra colorer les armures? On pourra certainement les acheter directement colorées depuis les magasins, mais aussi acheter des kits pour les colorer soi-même. Enfin, est-ce qu'il sera possible d'avoir une notion de vieillissement sur le visage, les cheveux et la barbe? Point de vue artistique, ça serait faisable, mais point de vue technique, ça sera trop difficile. Il faudrait gérer des centaines, voire des milliers d'états de vieillissement pour des centaines d'éléments et assurer que le tout connaît une évolution fluide avec le temps, sans transition instantanée. Par contre, on pourra avoir la possibilité d'être chauve et se faire des tatouages. Samedi, CIG a respecté sa deadline et a publié la 3.1 sur le serveur live. Et c'est une bonne illustration de ce qui se passe quand on se fixe une date plutôt qu'un niveau de qualité pour une release. Personnellement, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de problème sur cette 3.1, j'ai même trouvé le framerate un peu plus stable. Mais beaucoup de joueurs ont rapporté deux problèmes extrêmement gênants. Le problème, c'est que les serveurs crashent souvent, et si à ce moment-là vous testez votre reclaimer, vous allez l'avoir mauvaise quand il s'agira de faire jouer l'assurance pour le récupérer. Ou bien ça coûtera cher, ou bien ça prendra des plombes. Bref, ça serait pas surprenant de voir CIG faire une petite mise à jour courant de la semaine prochaine pour rendre les serveurs plus stables et réduire les frais d'assurance. Toujours samedi, CIG a mis à jour son planning pour la 3.2 désormais, et pour le moment, rien n'a avancé à part le Hurricane et le minage des planètes. Pour finir, cette semaine, le projet a passé la barre des 181 millions de dollars et des 2 millions de comptes inscrits sur le site de CIG. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.